Top 1. Le code planétaire sumérien. En 1889, lors d'une fouille à Sippar, une ancienne cité sumérienne située près de l'actuel Bagdad, des archéologues ont découvert une tablette d'argile gravée d'un motif complexe de symboles. Au premier coup d'œil, elle ressemblait à n'importe quel autre témoignage cunéiforme. Pourtant, lorsqu'elle fut traduite des décennies plus tard, elle révéla un détail stupéfiant: une carte astronomique représentant le système solaire. Ce qui était extraordinaire, c'est que la tablette répertoriait toutes les planètes connues, y compris Uranus, Neptune et Pluton, bien avant l'invention du télescope. Plus troublant encore, la carte décrivait les planètes à leur distance relative correcte par rapport au Soleil, en utilisant un système mathématique basé sur le nombre 60. Selon toutes les connaissances modernes, une telle précision aurait dû être impossible. L'artefact, répertorié sous le nom de tablette K-PIN 538, contenait des descriptions des rotations planétaires, des périodes orbitales et des constellations célestes qui correspondent aux données actuelles de la NASA, avec une marge d'erreur de moins de 2%. Les textes sumériens désignaient ces corps célestes comme faisant partie d'un modèle cosmique plus vaste, régi par des cycles dépassant la perception humaine. Un objet répertorié comme la 12e planète ou Nibiru suivrait une orbite fortement elliptique et n'apparaîtrait que tous les quelques milliers d'années. La précision absolue de ces écrits a sidéré les astronomes modernes. Au moment de la découverte, Pluton elle-même n'avait pas encore été officiellement trouvée. Pourtant, il y avait là une tablette vieille de 4000 ans qui la décrivait tant par sa position que par son comportement. Les implications ont provoqué des ondes de choc dans la communauté scientifique. Le docteur Ernst Weidner, l'un des premiers traducteurs, a d'abord rejeté cette précision en la qualifiant de symbolique ou de mythologique. Mais des études ultérieures comparant les archives sumériennes à la mécanique orbitale ont suggéré le contraire. Comment une civilisation de l'âge du bronze a-t-elle pu identifier, sans technologie optique, des corps célestes, situés à des milliards de kilomètres de la Terre? Leur ville ne possédait ni observatoire, ni lentilles, ni preuves documentées de télescopes. Pourtant, leur savoir rivalisait avec celui de la science du XXe siècle. Leur système sexagésimal permettait des mesures temporelles complexes, des mesures d'angle et des calculs de constantes astronomiques. Après la publication initiale de la tablette, plusieurs découvertes annexes ont mystérieusement disparu des archives des musées. Parmi elles se trouvaient des fragments censés contenir des équations sur les cycles lunaires et des cartes stellaires. Les chercheurs qui tentaient de publier de nouvelles traductions ont vu leur financement discrètement retiré. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le British Museum aurait enfermé des pièces clés dans des coffres climatisés inaccessibles au public. Un conservateur aurait prétendument affirmé de manière officieuse que la divulgation du contenu complet des codex sumériens restructurerait tout ce que nous savons sur la chronologie du savoir humain. Si les Sumériens ont effectivement cartographié le système solaire avec une telle précision, une question se pose. D'où tenaient-ils ces informations? Ils affirmaient que leurs dieux, les Anunnaki, étaient descendus du ciel et leur avaient transmis ce savoir. L'archéologie conventionnelle rejette ces affirmations comme étant des métaphores. Mais les métaphores ne calculent pas les excentricités orbitales avec une précision quasi parfaite. Les métaphores n'expliquent pas l'inclinaison de l'axe d'Uranus ou l'atmosphère de méthane bleu profond de Neptune. Et si les Sumériens n'avaient pas simplement inventé des mythes, mais documenté ce qu'on leur avait montré? Si cela est vrai, cela signifie que notre modèle linéaire de l'évolution technologique est erroné. Cela signifierait que le savoir avancé n'a pas été découvert, mais remémoré. Et si le savoir peut être remémoré, alors quelqu'un, quelque part, a dû exister. Top 2. Science védique de l'atome et du cosmos. En 1903, un linguiste britannique étudiant d'anciens textes sanscrits
est tombé sur quelque chose qui dépassait toutes les attentes. Au plus profond des Vaisheshika Sutras, un traité philosophique daté d'au moins le VIe siècle avant J.C., se trouvaient des références à des particules trop petites pour être divisées, à des forces d'attraction et de répulsion, ainsi qu'à des concepts étrangement similaires à la théorie atomique. Ce n'étaient pas des rêveries métaphoriques, c'étaient des descriptions systématiques et délibérées de la matière, du mouvement et de l'énergie, rédigées bien avant la naissance de la physique moderne. Le texte parlait de Anu, une particule indivisible qui se combinait de manière spécifique pour former différents types de matière. Plus troublants encore étaient les versets du Rig Veda, décrivant un univers vibrant, maintenu par des fils d'énergie invisibles. Un passage évoquait une matrice dorée de la création qui tourne à grande vitesse et déploie l'univers matériel, une vision qui ressemble de manière frappante aux théories modernes du Big Bang et de la vibration quantique. Mais le plus effrayant était peut-être la référence répétée aux Vimanas, des machines volantes décrites avec un luxe de détails choquant dans plusieurs textes védiques et post-védiques. Dans le Samarangana Sutradhara, un manuel technique du XIe siècle basé sur des traditions plus anciennes, la construction des Vimanas était exposée avec une spécificité effrayante. Un moteur central au mercure, une propulsion par gyroscope se chauffer et des mécanismes pour la portance verticale, le contrôle directionnel et même le camouflage. Ce n'étaient pas des allégories, ils se lisaient comme des plans de construction. Selon le chercheur indien Shivkar Bapuji Talpade, un Vimana habité aurait été lancé près de Bombay en 1895, 8 ans avant le vol des frères Wright. Son travail a été enterré, rejeté, puis ridiculisé, mais les allusions à son sujet persistent dans les documents régionaux. Des ingénieurs modernes ayant tenté de reconstituer des modèles de Vimanas sur la base des descriptions textuelles ont constaté que certaines conceptions pouvaient générer de la portance sous certaines conditions en utilisant du mercure en rotation sous des champs électromagnétiques élevés. Un phénomène que la science ne comprend toujours pas totalement. Le gouvernement indien a autrefois classé secrètes des sections d'anciens manuscrits sur les Vimanas en invoquant un possible intérêt pour la défense. Des documents fuits ont suggéré que dans les années 1960, une initiative conjointe entre les autorités aéronautiques indiennes et des équipes de recherche soviétiques a tenté de percer la technologie par rétro-ingénierie. Les résultats officiels n'ont jamais été publiés. Si les Védas contiennent effectivement des descriptions précises du comportement atomique et des engins volants, la question devient inévitable. Comment le savaient-ils? S'agissait-il de pures intuitions philosophiques ou des vestiges d'un héritage laissé par quelque chose de bien plus ancien? Certains soutiennent que ces textes sont le résultat de millénaires de traditions orales, lentement affinées en cadre métaphysique. Mais la métaphysique ne décrit généralement pas le comportement des particules subatomiques et ne propose pas de schéma de propulsion. Ce ne sont pas des parallèles fortuits. Ils sont trop structurés, trop détaillés et trop précis. Ce qui est encore plus troublant, c'est la constance de ce savoir à travers les différentes traditions védiques. Les mêmes références aux vibrations atomiques, à la navigation astronomique et au vol reviennent sans cesse dans les écrits à travers les siècles. Comment de tels systèmes complexes ont-ils pu perdurer inchangés sans guide écrit s'ils n'avaient pas été préservés à dessein? Si les anciens sages de l'Inde avaient accès à des concepts scientifiques avancés, que ce soit par une méditation profonde ou par héritage, cela change toute notre vision de l'histoire intellectuelle. Cela suggère une rupture dans notre compréhension du temps et du progrès, et que l'humanité a peut-être atteint, dans une ère oubliée, des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. Top 3. Le secret de Sirius des Dogons. En 1931, les anthropologues français Marcel Griaule et Germaine Dieterlen
ont commencé une étude ethnographique de plusieurs décennies parmi le peuple Dogon au Mali, un groupe ethnique reculé vivant sur les falaises escarpées de Bandiagara. Alors qu'ils documentaient la cosmologie des Dogons, ils tombèrent sur quelque chose qui envoya des ondes de choc à travers la communauté académique. Les anciens Dogons parlèrent d'un système d'étoiles doubles dans la constellation de Sirius, l'une visible à l'œil nu et l'autre, un compagnon dense et invisible qu'ils connaissaient sous le nom de Potolo. Ce qui a stupéfié les chercheurs, c'était la précision des détails. Les Dogons décrivaient Potolo comme la chose la plus lourde de l'univers, composée d'un métal appelé sagala, qu'aucune graine ne pouvait pénétrer. Ils affirmaient qu'elle orbitait autour de Sirius A une fois tous les 50 ans, un détail qu'ils préservaient depuis des siècles dans des traditions orales sacrées. Or, Sirius B, la naine blanche qui accompagne Sirius, n'a été découverte par la science occidentale qu'en 1862, et sa période orbitale de 50 ans n'a été confirmée que des décennies plus tard, grâce à une technologie de télescope avancée. Les Dogons représentaient également correctement l'orbite elliptique de Sirius B, sa contre-rotation et même une troisième étoile, Emeia, dont l'existence n'est toujours pas confirmée par l'astronomie officielle, mais continue d'être étudiée. Leur modèle cosmique incluait la Voie lactée sous forme de spirale, des planètes tournant sur des axes, et même un système héliocentrique rudimentaire. Des connaissances qui auraient dû être absolument inaccessibles sans instruments. Les tentatives pour expliquer rationnellement cette anomalie n'ont pas tenu. Certains sceptiques ont argué que les Dogons auraient pu apprendre cela de visiteurs européens, mais les travaux de Griaule et Dieterlen ont précédé tout contact occidental notable dans la région. Leurs notes détaillées montraient que les prêtres Dogons enseignaient ces vérités cosmiques bien avant tout contact local avec l'astronomie moderne. Alors que la controverse grandissait, des preuves photographiques et des notes de terrain des expéditions originales commencèrent à disparaître des archives académiques. Plus tard, des anthropologues, ayant remis en question le récit, ont constaté que leurs fonds de recherche étaient inexplicablement supprimés. Lorsque le National Geographic a tenté de réaliser un documentaire sur la cosmologie des Dogons dans les années 1980, le projet a été arrêté sans explication. Plus étrange encore est la croyance des Dogons selon laquelle ce savoir provenait d'êtres nommés nomos, des entités amphibies qui seraient descendues du ciel dans un vaisseau rotatif au milieu du tonnerre. Décrits comme des enseignants et des apporteurs de civilisation, les nomos auraient transmis l'astronomie, l'agriculture et les lois spirituelles avant de retourner vers les étoiles. Les peintures rupestres des Dogons montrent des figures ressemblant à des poissons dans des véhicules ovales, entourés d'éclats d'étoiles et d'ondes. Une iconographie qui présente une ressemblance troublante, avec des motifs récurrents dans d'autres traditions de contact à travers le monde. Si ce n'est que de la mythologie, c'est alors l'un des mythes scientifiques les plus précis jamais enregistrés. Si c'est un fait, cela implique qu'une société technologiquement peu développée a préservé des informations sur une étoile située à 8,6 années-lumière, invisible à l'œil nu, avec une exactitude qui a échappé à l'astronomie occidentale jusqu'au XXe siècle. Comment expliquer cela? Avons-nous affaire à un cas d'ancien contact perdu? Un souvenir interstellaire encodé dans une tradition orale? Ou existe-t-il un autre niveau de l'histoire humaine auquel l'accès nous est refusé et qui autrefois reliait les étoiles? Si une petite tribu sur les falaises du Mali a pu cartographier le ciel sans outils, que pourrait-il avoir gardé d'autre en mémoire que nous avons déjà oublié? Top 4. Les Olmecs et les têtes magnétisées. En 1862, un paysan des terres basses tropicales de Veracruz, au Mexique, est tombé en défrichant sa terre sur quelque chose de monstrueux qui surgissait du sol. Une tête de pierre géante, partiellement enterrée, pesant plus de 20 tonnes et mesurant près de 2 mètres de haut. Ce devait être la première des 17 têtes colossales
attribuées à la civilisation des Olmèques, une culture mystérieuse qui a prospéré il y a plus de 3000 ans sans laisser d'histoire écrite. Pourtant, ce qui a choqué les chercheurs des décennies plus tard, ce n'était pas seulement la taille ou la précision de ces sculptures, c'était leur champ magnétique. Lorsque des scientifiques de l'Université nationale autonome du Mexique ont effectué des tests sur les têtes au milieu du XXe siècle, ils ont remarqué que chacune d'entre elles présentait des anomalies magnétiques inhabituelles. Certains points à la surface faisaient tourner les boussoles ou les figeaient complètement. Des examens plus poussés ont révélé que les pierres, principalement du basalte, contenaient des sections de minerais de fer naturellement magnétisées. Ce qui a cependant troublé les scientifiques, c'est que les pôles magnétiques étaient toujours centrés sur des traits faciaux spécifiques, tels que les tempes, les joues ou le bout du nez. L'alignement était trop précis pour être le fruit du hasard. La conclusion: les Olmèques ne comprenaient pas seulement les propriétés du magnétisme, mais ils l'intégraient délibérément dans leur art et leurs monuments. Les têtes n'étaient pas des sculptures aléatoires. Elles étaient des dispositifs ou des marqueurs interagissant avec le champ géomagnétique de la Terre. Or, la plus ancienne utilisation connue d'une boussole magnétique en Chine date de plus de 1000 ans plus tard. Comment une civilisation mésoaméricaine, censée appartenir à l'ère préfère, a-t-elle pu identifier et aligner de la magnétite naturelle avec une telle exactitude? Certains archéologues ont suggéré que les Olmèques utilisaient des outils en magnétite pour détecter le magnétisme, un exploit qui nécessiterait non seulement une innovation technologique, mais aussi une compréhension conceptuelle d'une force invisible. Les anciens sites miniers de la région montrent des signes d'extraction sélective du basalte. Les zones riches en minerais magnétiques étaient choisies en priorité. Le façonnage de ces têtes, avec leurs courbes incroyablement lisses et leurs designs semblables à des casques, suggère un niveau d'artisanat qui n'est pas attribué à cette époque. Malgré l'importance de ces découvertes, les rapports sur la cartographie magnétique ont été discrètement retirés des registres publics. Des mémos internes ont révélé qu'au moins une institution académique a ordonné à ses chercheurs de reconsidérer les implications du magnétisme olmèque dans les futures publications. Les musées locaux ont supprimé les mentions d'anomalies magnétiques des descriptions d'exposition. Les visiteurs ne sauraient jamais que ces têtes faisaient plus que simplement regarder. Elles répondaient. Un autre niveau de l'énigme réside dans la légende olmèque des Frères du ciel, des êtres célestes qui leur auraient appris à suivre les étoiles et à ressentir l'attraction de la Terre. Certains scientifiques rejettent cela comme une métaphore. Pourtant, la coïncidence entre la science magnétique et le mythe oral devient de plus en plus difficile à ignorer. Des outils en pierre provenant des ruines olmèques ont également montré des signes d'alignement sur le nord géomagnétique, une caractéristique qui n'a pu être reproduite qu'avec un équipement de mesure moderne. Si les Olmèques utilisaient effectivement le magnétisme terrestre il y a plus de 2500 ans, que savaient-ils d'autre sur les forces cachées de la planète? Ces têtes étaient-elles rituelles ou étaient-elles quelque chose de plus? Des nœuds dans un réseau énergétique oublié? Servait-elle d'outils de navigation, de marqueurs de fréquence ou même de capteurs primitifs pour suivre les décalages géophysiques? La science n'offre aucune réponse officielle, mais les pierres subsistent, observant en silence et bourdonnant doucement au pouls de la Terre, comme si elles attendaient d'être comprises. Top 5. Les Incas et le code noué. En 1923, une équipe d'archéologues a découvert, haut dans les Andes péruviennes, un trésor de cordes artistement nouées dans une chambre scellée près des ruines de Choquequirao. Ces cordes n'étaient pas décoratives, elles faisaient partie d'un système appelé quipu, une méthode de communication de la civilisation inca. D'abord rejetés comme de simples outils de comptabilité primitifs,
Une analyse ultérieure a révélé quelque chose de bien plus complexe. Ces fils n'étaient pas seulement des registres de récolte ou de données de recensement. Ils étaient des données codées ayant une signification multidimensionnelle, que les cryptographes modernes ne parviennent toujours pas à décoder entièrement. Un seul quipu pouvait contenir des dizaines de cordes suspendues, chacune nouée dans des positions, des orientations et des directions spécifiques. Les cordes variaient par la couleur, le type de fibre et même le sens de la torsion. Des chercheurs du Quipu Database Project à Harvard ont découvert que certains quipus utilisaient des systèmes de codage de type binaire, remarquablement similaires aux codes informatiques modernes. Les types de nœuds en 8, nœuds longs, nœuds simples, fonctionnaient comme des unités d'information. Plus étonnante encore fut la découverte que des modèles de nœuds similaires apparaissaient dans différentes régions, suggérant un langage standardisé de transmission de données s'étendant sur plus de 2500 milles de terrain montagneux. En 2005, l'anthropologue Gary Hurton a suggéré que les quipus pourraient stocker des données narratives non numériques, peut-être même des histoires entières ou des lois. Certains quipus ont été trouvés chez des prêtres et des administrateurs, ce qui indique un niveau de savoir sacré ou restreint. Un système de cordes récupéré dans une grotte scellée près du lac Titicaca contenait plus de 1500 nœuds distincts sur des cordes de plus de 15 pieds de long, organisés en boucles récursives. Son but reste inconnu. Tout aussi énigmatique est la manière dont les Incas ont maintenu l'un des empires administratifs les plus sophistiqués du monde antique sans langue écrite. Leur réseau routier rivalisait avec ceux de Rome. Leur chaîne d'approvisionnement déplaçait des marchandises par-delà des montagnes de plus de 15 000 pieds d'altitude. Leur système fiscal, leur structure sociale et leur contrôle de la population étaient tous maintenus par rien d'autre que des cordes nouées. Lorsque les Espagnols ont envahi au XVIe siècle, ils ont détruit d'énormes quantités de quipus, les qualifiant d'artefacts païens. Les exemplaires survivants ont été cachés, enterrés ou brûlés. Les missionnaires catholiques les considéraient comme une menace, probablement parce qu'ils stockaient un savoir indigène immunisé contre le contrôle étranger. Certains récits mentionnent des cordes parlantes que seuls des interprètes formés nommés Quipucamayok pouvaient lire. Ces interprètes ont été pourchassés, réduits au silence ou forcés d'abandonner leurs compétences. En une génération, le code fut perdu. Ces dernières années, des tentatives de décodage numérique des quipus à l'aide de l'IA et de la modélisation statistique ont obtenu des premiers succès partiels. Des modèles ont émergé, des indicateurs de lieu, de temps et même de type d'événements. Mais la grammaire complète du quipu reste hors de portée, enfermée dans la fibre et la torsion, comme si elle était protégée par la nature même de son support. C'est un langage sans lettres, une mémoire sans mots. Pourquoi les Incas auraient-ils développé un système aussi élaboré, sinon pour préserver quelque chose de vital? S'agissait-il d'un simple outil administratif ou d'une archive vivante de la conscience d'une civilisation? Ces cordes pourraient-elles contenir des récits sur des technologies oubliées, des observations astronomiques ou des connaissances spirituelles qui menaçaient le récit colonial? Si ne serait-ce qu'un seul quipu contient un message qui réécrit l'histoire des Incas, cela signifie que nous avons déjà perdu des volumes de sagesse cryptés, étouffés par le feu, la conquête et le temps. Top 6. La maîtrise des Nabatéens dans l'ingénierie hydraulique. En 1997, des images satellites du désert jordanien ont révélé quelque chose qui a intrigué les hydrologues. Un vaste réseau d'anciens canaux, de réservoirs et de conduits souterrains convergeant vers la cité perdue de Pétra, l'ancienne capitale du royaume des Nabatéens. Pétra, sculptée directement dans les falaises de grès rose, émerveillait depuis longtemps les visiteurs par son architecture. Mais ce qui défiait vraiment toute logique,
c'était sa survie dans un désert presque sans eau. En examinant l'infrastructure souterraine de la ville, les archéologues ont réalisé que les Nabatéens n'étaient pas seulement des bâtisseurs. Ils étaient des ingénieurs hydrauliques en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Sous le terrain aride couraient des dizaines d'aqueducs taillés avec précision, chacun incliné avec une constance mathématique de moins d'un quart de pouce par pied, une exactitude qui n'avait rien à envier à l'arpentage moderne. Certains tunnels s'étendaient sur plus de 10 milles, acheminant l'eau de pluie des montagnes lointaines vers le cœur de Pétra. Cachés derrière les parois rocheuses se trouvaient des systèmes de tuyauterie en céramique, des citernes en pierre avec des vannes de trop-plein et des réservoirs à chambres multiples conçus pour empêcher les dépôts de sédiments. Ces systèmes ne se contentaient pas de collecter et de stocker l'eau, ils régulaient également le débit lors des inondations saisonnières, garantissant que Pétra ne s'assèche jamais, même lors de la pire sécheresse. Un système contenait plus de 20 000 gallons et était scellé avec un ciment hydraulique résistant à l'érosion. Des tests sur le mortier ont montré des propriétés d'adhérence comparables au béton romain, bien qu'il ait été développé de manière indépendante et dans un climat bien plus rude. Les érudits étaient stupéfaits. Les Nabatéens n'avaient pas de système d'écriture formel, pas de traité technique. Leur savoir technique était transmis oralement. Pourtant, leur infrastructure surpassait celle des civilisations voisines, qui s'appuyaient sur des textes écrits. Comment un peuple, considéré comme des marchands semi-nomades, a-t-il développé un réseau hydraulique aussi précis et durable? Les inscriptions locales offrent peu de réponses. Certaines légendes parlent de rochers murmurants, qui guident l'eau vers ceux qui écoutent. D'autres mentionnent des miroirs du ciel, des plaques de métal poli utilisées pour suivre les angles du soleil et les déplacements d'ombre afin de mesurer les différences d'altitude. Il n'existe aucune preuve physique de tels dispositifs, mais le placement des conduites d'eau le long des parois rocheuses suggère une compréhension géométrique élevée. Dans un canyon, les courbes des canaux suivent une spirale logarithmique parfaite, une forme rarement utilisée avant l'ère moderne. Les tentatives de reproduction des méthodes de construction nabatéennes ont échoué à reproduire leur résistance à l'érosion. Plusieurs expériences contemporaines, utilisant des outils et matériaux similaires, ont abouti à des structures qui se sont effondrées en quelques mois. Le système original, en revanche, est resté fonctionnel pendant des siècles. Malgré son génie, le réseau d'eau nabatéen est à peine mentionné dans les textes d'histoire courants. Beaucoup de canaux souterrains de Pétra restent scellés ou inexplorés. Les demandes de scans à grande échelle par radar à pénétration de sol ont été refusées pour des motifs de conservation. Certains soupçonnent qu'il existe encore plus sous Pétra, des chambres ou des machines inconnues de l'archéologie moderne. Si les Nabatéens maîtrisaient le contrôle de l'eau dans l'un des environnements les plus secs de la Terre, les implications sont massives. Cela suggère que les peuples anciens ne se contentaient pas de réagir à la nature, mais qu'ils la façonnaient, la soumettant à une vision architecturale et mathématique dépassant de loin ce dont ils étaient censés être capables. D'où venait ce savoir? A-t-il été développé en isolation ou hérité d'un précurseur oublié? Combien d'autres cités perdues gisent sous le sable, leurs secrets enfermés dans la pierre? Top 7. Les anciens Égyptiens et la chirurgie cérébrale. En 1860, lors de la recherche et du catalogage de restes squelettiques dans la nécropole de Thèbes, des archéologues britanniques ont découvert un crâne humain présentant un trou parfaitement circulaire d'environ 1 pouce de diamètre, proprement découpé dans l'os pariétal. Contrairement aux blessures brutales typiques des guerres anciennes, ce trou montrait des signes de régénération et de cicatrisation, indiquant que l'individu avait survécu à l'intervention. Au cours du siècle suivant, plus de 50 crânes similaires ont été exhumés à travers l'Égypte, présentant tous des signes de chirurgie crânienne et anticipant la neurochirurgie moderne de plusieurs millénaires. Ces opérations n'étaient pas grossières. Les incisions étaient précises, évitaient les gros vaisseaux sanguins
et ne pénétraient que les couches osseuses externes. Dans certains cas, le forage correspondait exactement aux zones de décompression utilisées aujourd'hui en médecine moderne pour traiter les traumatismes intracrâniens. Des neurochirurgiens modernes ont examiné ces crânes et confirmé que les techniques démontraient une compréhension fonctionnelle de l'anatomie cérébrale. Mais la découverte la plus étonnante a été faite en 2007, lorsque des scanners CT d'une momie au musée du Caire ont révélé des signes internes d'une intervention chirurgicale. Une fine incision pratiquée derrière l'orbite oculaire jusqu'à la base du crâne, suggérant un accès à la région hypophysaire. Un exploit nécessitant des connaissances anatomiques intimes. La momie a été datée d'environ 1200 avant J.C. À cette époque, la plupart des cultures croyaient que le cœur était le siège de la pensée. Pourtant, voici la preuve que les praticiens de l'Égypte ancienne avaient non seulement localisé le cerveau, mais interagissaient avec lui de manière ciblée et potentiellement thérapeutique. D'anciens papyrus médicaux, comme le papyrus Edwin Smith, que l'on pense être une copie d'un texte rédigé vers 1600 avant J.C., contiennent des études de cas sur les blessures à la tête, la paralysie et des procédures conformes à la logique du triage moderne. Certaines entrées décrivent comment une pression sur des régions spécifiques du crâne peut provoquer la cécité, la perte de la parole, ou même des convulsions. Le document catégorise les cas par gravité, pronostic et options de traitement. Nulle part la magie ou les dieux ne sont invoqués, seulement l'observation et la méthode. Pourtant, ce savoir a disparu. Après la chute des dynasties pharaoniques et la montée du contrôle gréco-romain, la médecine égyptienne a été absorbée, altérée et finalement supprimée. Jusqu'au Moyen Âge, une grande partie de cette tradition de chirurgie cérébrale était perdue. Aucun outil opératoire n'a été préservé. Aucune école n'a transmis les méthodes. Les quelques instruments chirurgicaux ayant survécu, scalpels en bronze, lames d'obsidienne, ont été rejetés comme rituels. Lorsque des chercheurs modernes ont tenté de publier des résultats sur la neurochirurgie égyptienne, ils ont rencontré une résistance subtile. Des musées ont refusé d'autoriser des scans radiologiques de momies conservées. Les descriptions d'interventions crâniennes ont été omises dans les catalogues. Un article de recherche de 2013, soulignant le taux de survie des anciens patients, a été retiré d'une revue médicale sans motif. La censure silencieuse parlait plus fort que les preuves. Si les anciens Égyptiens pouvaient pratiquer des interventions cérébrales complexes sans anesthésie, microscope ni antiseptique, quel genre de savoir avons-nous alors perdu? Comprenaient-ils les fonctions neurologiques grâce à des siècles d'observation? Ou étaient-ils les derniers héritiers d'une science beaucoup plus ancienne et oubliée? Et si la précision chirurgicale que nous attribuons aux percées modernes avait été connue autrefois, puis systématiquement enterrée par le temps, par la conquête et par la peur de ce qu'elle pourrait révéler? Top 8. La mathématique des Babyloniens qui prédit les éclipses. En 1955, des chercheurs réexaminant une collection de tablettes d'argile provenant des ruines de Babylone dans les réserves du British Museum ont fait une percée. Une tablette particulière, connue sous le nom de Plimpton 322, contenait une liste de nombres en cunéiforme. Pendant des décennies, elle avait été rejetée comme un registre administratif ou un outil pédagogique. Pourtant, une analyse plus approfondie a révélé autre chose. La tablette encodait des triplets pythagoriciens plus de 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Il s'est avéré que les Babyloniens possédaient des connaissances trigonométriques avancées. Et ce n'était que le début. En 2008, un autre groupe de scientifiques, étudiant d'autres tablettes babyloniennes, a découvert des tableaux de position lunaire, de mois et de relevés d'événements célestes, permettant de prédire les éclipses avec une précision déconcertante. Les Babyloniens suivaient le cycle de Saros, une période de 18 ans
11 jours et 8 heures qu'ils utilisaient pour prédire tant les éclipses solaires que lunaires. Ces relevés n'étaient pas des mythes, c'étaient des ensembles de données représentées graphiquement au fil des générations, puis encodées dans un système numérique sexagésimal capable de saisir des fractions de temps et des mouvements angulaires. Une tablette décrivait la vitesse angulaire de Jupiter sur l'écliptique avec des mesures qui, converties en unités modernes, correspondaient avec une marge d'erreur de moins de 1%. Les astronomes babyloniens, travaillant sans télescope ni même le concept de calcul infinitésimal, avaient développé une compréhension géométrique du mouvement planétaire qui ne réapparaîtrait qu'à la Renaissance. Ils y parvenaient par des grilles, des rapports et des calculs itératifs, créant ainsi un système mathématique visuel confinant à l'analyse graphique. Tout aussi stupéfiant était leur concept du temps. Les Babyloniens divisaient l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes, un système que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais ils ne l'appliquaient pas seulement à la mesure du temps, mais aussi à la modélisation céleste, traitant le ciel comme une immense machine rotative, dont les motifs étaient mathématiquement prévisibles. Leurs observatoires, de simples ziggourats en briques de terre, n'étaient pas primitifs. Ils étaient des instruments alignés sur les équinoxes, les solstices et les levers d'étoiles. Malgré son génie, une grande partie de ce savoir est restée enterrée sous le sable de Mésopotamie pendant des siècles. Beaucoup des tablettes les plus révélatrices n'ont été traduites qu'à la fin du XXe siècle. D'autres ont été perdues lors de pillages en temps de guerre ou détruites dans des incendies de musées. Certaines auraient été vendues, sur le marché noir, à des collectionneurs privés. Une telle pièce, contenant prétendument une représentation visuelle du passage de l'ombre de la Lune sur la Terre, n'a plus été vue depuis 2003. Pourquoi une civilisation d'il y a plus de 2500 ans a-t-elle développé une mathématique astronomique aussi raffinée? Ils ne l'utilisaient pas pour le voyage spatial. Ils l'utilisaient pour prédire, pour comprendre quand le ciel changerait et ce que ces changements pourraient signifier. Dans une culture où les présages et les cycles régissaient le destin, la connaissance des mouvements célestes signifiait le contrôle du sort, mais et si leur motif n'était pas purement religieux, et si leur calcul était le reliquat d'une science plus ancienne, héritée et non inventée, une science qui savait comment suivre des corps invisibles, calculer les déplacements gravitationnels et prédire les constellations célestes bien avant la physique moderne. Si tel est le cas, cela suggère que l'histoire n'a pas perdu ce savoir, mais a simplement oublié qu'il avait jamais existé. Top 9. Le calendrier galactique des Mayas. En 1966, au cœur de la jungle du Guatemala, des archéologues découvrirent, lors de fouilles dans l'ancienne cité de Quirigua, une stèle de pierre de près de 30 pieds de haut et pesant plus de 60 tonnes. Le monolithe, recouvert de hiéroglyphes et d'iconographie dense, documentait une date correspondant au 13 août 314 avant J.C., une époque bien antérieure à celle où les Mayas eux-mêmes sont censés avoir existé. Ce n'était pas un récit historique, c'était un point de départ. L'artefact faisait partie du calendrier maya du compte long, un système mathématique si précis qu'il pouvait suivre les cycles cosmiques sur 5125 ans avec une exactitude à la fraction de jours près. Les Mayas divisaient le temps en unités dépassant de loin la durée d'une vie humaine, baktuns et katuns, et formaient une structure imbriquée capable de mesurer des phénomènes astronomiques avec une précision troublante. Leurs calculs prédisaient les éclipses solaires et lunaires, les conjonctions planétaires et même la précession des équinoxes, qui se produit sur une période de 25 772 ans. Comment une civilisation pré-industrielle, sans télescope ni trigonométrie écrite, a-t-elle pu développer un système cartographiant les alignements galactiques avec une telle exactitude? Ce qui a encore plus stupéfié les chercheurs,
C'était la compréhension des Mayas pour le centre galactique, le noyau de rotation de la Voie lactée. Leurs textes sacrés et codex faisaient référence à cette région, totalement invisible à l'œil nu et confirmée seulement au XXe siècle par des radiotélescopes modernes. Pourtant, les Mayas alignaient des temples majeurs, dont le célèbre El Castillo à Chichen Itza, pour suivre le mouvement du Soleil par rapport à cet axe cosmique. À certains jours, les ombres projetées par les marches de la structure forment un serpent qui ondule vers le bas, symbolisant la descente d'énergie depuis le cœur de la galaxie. Le Codex de Dresde, l'un des rares livres mayas ayant survécu, contient des tables d'éclipses et des cycles de Vénus qui correspondent aux données de la NASA à quelques minutes près. Leur suivi de Vénus était si précis qu'il était utilisé pour la planification temporelle des guerres, des couronnements et des cycles agricoles. La marge d'erreur, moins de 0,08 jours sur un cycle de Vénus de 584 jours. Pourtant, l'implication la plus troublante réside dans ce qu'il semblait pressentir. La tristement célèbre date de fin du 21 décembre 2012, longtemps sensationnalisée comme une prophétie apocalyptique, n'a jamais porté sur la destruction. Elle marquait la fin d'un grand cycle, l'alignement du soleil du solstice d'hiver avec la fente sombre de la Voie lactée, chose qui ne se produit qu'une fois tous les 26 000 ans. Les Mayas ont encodé cet alignement dans leur calendrier comme un moment de transition cosmique. Comment savaient-ils que cela arriverait? Les institutions académiques ont minimisé les implications galactiques, insistant sur le fait que les Mayas étaient des inventeurs de mythes et non des astronomes. Pourtant, beaucoup de leurs codex ont été brûlés par des missionnaires espagnols. D'autres, comme le codex Grolier, ont été rejetés pendant des décennies comme des faux, avant d'être authentifiés. Quel savoir a été effacé? Quel message était crypté dans des glyphes qui ne peuvent plus être traduits? Certains croient que les Mayas ont hérité leur système calendaire de culture encore plus ancienne, aujourd'hui perdu dans l'histoire. D'autres suggèrent qu'ils possédaient des méthodes d'observation céleste ne nécessitant pas de lentilles, peut-être en utilisant des miroirs d'obsidienne, le suivi d'ombres ou des chambres de résonance pour simuler des modèles orbitaux. Si une société implantée dans la jungle a pu modéliser la galaxie et mesurer le temps en unités cosmiques, alors le temps lui-même n'est peut-être pas aussi linéaire ou localisé qu'on nous l'a enseigné. Top 10. Le détecteur de séisme de la dynastie Han. En 132 après J.C., sous le règne de la dynastie des Han orientaux, un polymathe chinois nommé Zhang Heng présenta une invention à la cour impériale de Luoyang. C'était un immense vase de bronze, de près de 2 mètres de haut, entouré de 8 têtes de dragons tenant chacune une boule de bronze. Sous chaque dragon était accroupi un crapaud à la bouche ouverte. L'appareil, aujourd'hui connu sous le nom de Hufeng Didong Yi, était le premier sismoscope au monde. Un détecteur de tremblements de terre construit plus de 800 ans avant l'invention du sismographe moderne. La machine de Zhang Heng pouvait ressentir les séismes à des centaines de kilomètres de distance. Lorsque des ondes sismiques traversèrent le sol, un système de pendule interne basculait et libérait une boule de la gueule du dragon dans le crapaud d'attente situé en dessous, indiquant à la fois l'événement et la direction du séisme. Dans un cas consigné, l'appareil se déclencha sans qu'il y ait de secousse locale. Des jours plus tard, des messagers arrivèrent de Longxi, situé à plus de 300 000, confirmant que la région avait été secouée par un tremblement de terre exactement au moment où le sismoscope s'était activé. Ce qui a étonné les scientifiques des siècles plus tard, c'était la sophistication mécanique requise pour une telle précision. On pense que les composants internes, bien que perdus au fil du temps, comprenaient une masse suspendue, possiblement en suspension dans un liquide, capable de détecter les décalages directionnels du sol, un principe redécouvert seulement au XIXe siècle. Aucun diagramme complet du mécanisme original n'a survécu. Des répliques,
construites à l'ère moderne sur la base des descriptions écrites de Zhang, fonctionnent encore aujourd'hui et détectent avec précision les mouvements sismiques simulés. Mais Zhang Heng n'était pas seulement un inventeur. Il était astronome, mathématicien, ingénieur et poète. Ses traités décrivaient la sphère céleste comme un vide infini dans lequel la Terre flotte dans l'espace. Une rupture radicale avec les cosmologies de la Terre plate qui dominaient à cette époque dans d'autres parties du monde. Il a calculé la lumière de la Lune comme un reflet du Soleil et a même suggéré que les éclipses lunaires et solaires se produisent en raison du positionnement des corps célestes en ligne avec l'ombre de la Terre, des concepts qui ne deviendraient courants dans la science occidentale que 2000 ans plus tard. Après sa mort, les œuvres de Zhang ont cependant été marginalisées. La chute de la dynastie Han a entraîné la perte de nombreux textes scientifiques. Son sismoscope a disparu des registres impériaux. Les dynasties ultérieures se sont concentrées sur des interprétations spirituelles, des catastrophes naturelles, reléguant le prodige mécanique de Zhang à la légende. Lorsque des missionnaires occidentaux sont tombés des siècles plus tard sur des mentions de l'appareil, ils l'ont rejeté comme un folklore impossible. Aujourd'hui encore, peu de gens en dehors de la Chine savent qu'un tel appareil a un jour existé. Les musées relèguent souvent les répliques dans les notes de bas de page des expositions techniques. Les articles scientifiques sur les innovations mécaniques de la Chine ancienne sont rarement traduits ou largement diffusés. Pourtant, parmi ceux qui étudient les technologies perdues, le sismoscope de Zhang Heng se dresse comme une rupture dans la chronologie acceptée, un moment où l'intuition ancienne a brièvement surpassé la compréhension moderne. Comment Zhang a-t-il développé une telle invention, à une époque sans électronique, sans accéléromètre et sans communication mondiale? S'est-il appuyé sur un trésor de connaissances, aujourd'hui perdu, ou a-t-il redécouvert des principes connus des civilisations avant lui? Si la dynastie Han pouvait détecter des tremblements de terre lointains avec des systèmes mécaniques précis, alors la ligne de faille que nous devrions étudier est peut-être celle qui sépare ce qu'on nous enseigne de ce qui était potentiellement réellement connu. Ces 10 civilisations, dispersées sur les continents, séparées par des millénaires et sans contact entre elles, ont d'une manière ou d'une autre convergé vers un savoir qui défiait leur temps. Elles ont cartographié des étoiles invisibles, mesuré les mouvements planétaires avec une précision troublante, manipulé des champs magnétiques, pratiqué des chirurgies cérébrales, suivi le pouls de la Terre et gravé le mouvement de la galaxie dans la pierre. Ce n'est pas une accumulation de coïncidences, c'est l'écho d'un schéma systématique, suggérant que l'histoire humaine est moins une ascension linéaire qu'une amnésie cyclique. Ce qui unit ces histoires n'est pas seulement le génie, mais la rupture. Chaque cas représente une fissure, un moment où une civilisation a brisé les limites de ce que la science moderne prétend être possible. Et dans presque chaque cas, ce savoir a été soit perdu, soit détruit, soit délibérément enterré. Des quipus brûlés par les missionnaires aux tablettes sumériennes enfermés dans des coffres, des codex mayas tombés en cendres, aux anomalies magnétiques effacées des étiquettes de musées. La suppression est trop constante pour être ignorée. Derrière cette suppression se cachent souvent des forces familières: conquête, colonisation, orthodoxie et contrôle. Les gouvernements réécrivent l'histoire. Les empires effacent ce qui menace leur autorité. Les religions dénigrent les cosmologies concurrentes. Les institutions rejettent les découvertes gênantes en les qualifiant de pseudo-sciences. Et quelque part en marge des archives oubliées et des fouilles scellées, le plan d'un passé plus avancé gît en ruine, éparpillé à travers les temples, les ossements et les codes intraduisibles. La tragédie n'est pas seulement la perte d'artefacts, mais la perte de potentiel. Quels remèdes, quelles énergies, quelle compréhension de la conscience ou des rythmes de la Terre aurions-nous pu déjà découvrir pour finir par les enterrer sous le sable, les cendres ou la bureaucratie?
Et si les secrets pour une eau propre dans les déserts, pour le stockage d'informations sans électricité, pour le suivi des décalages tectoniques ou l'accès à des parties oubliées de l'esprit étaient tous déjà connus il y a longtemps et avaient été rejetés parce qu'ils venaient des mauvaises personnes au mauvais moment. Et le danger n'est pas écarté. Aujourd'hui encore, l'exploration du savoir ancien fait face à la dérision. Les découvertes qui ne cadrent pas avec la chronologie officielle sont silencieusement ignorées ou présentées comme des anomalies. Les scientifiques suggérant des connexions plus profondes sont discrédités. Pourtant, les preuves continuent de faire surface dans des ruines dégagées par l'érosion, dans des étoiles cartographiées par des cultures de bergers, dans des systèmes trop élégants pour être fortuits. Il ne s'agit pas seulement du passé, il s'agit de la possibilité que nous vivions dans une version curatée de l'histoire qui sélectionne ce que nous sommes autorisés à savoir. Et si ces civilisations avaient effectivement accès à une couche plus profonde de la réalité, que ce soit par observation, héritage ou contact, alors ce qu'elles savaient pourrait encore attendre sous la glace, sous la terre, sous des siècles d'incrédulité. La question n'est plus de savoir si ces civilisations en savaient trop. La question est, qui a décidé qu'il était trop dangereux pour nous de le savoir? Si ces anciens secrets ont changé votre vision de l'histoire de notre monde, veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un j'aime. Nous nous consacrons à l'exhumation de l'histoire qu'ils ont tant essayé d'enterrer. Semons ensemble les graines d'une nouvelle compréhension de notre avenir. Le prochain trésor de savoir caché sera révélé très bientôt.